La nuit tombe alors que le gamin traverse la forêt à toute allure. Il est au bout du rouleau, les fringues en lambeaux et le visage marqué par une journée qui a tourné au cauchemar. C'est le coup de grâce quand il se prend les pieds dans une racine et qu'il finit par dévaler la pente comme un vieux sac de sable. Le souffle coupé, la jambe tétanisée, mais la douleur physique est le cadet de ses soucis à l'heure qu'il est. En levant les yeux, il comprend qu'il est pris au piège, une bande de types masqués l'attend de pied ferme, certains même perchés dans les arbres. Il l'appelle Prince Cheon, mais vu leur ton méprisant, on devine qu'ils ne sont pas là pour lui faire la révérence. Le gamin ne pige pas pourquoi il s'acharne alors qu'il a déjà renoncé à tout, mais ses bourreaux lui rafraîchissent vite la mémoire tant que ce sang coulera dans ses veines. Il restera un témoin gênant à éliminer. Il se moque de ses origines en lui promettant une fin rapide, avec le détachement de ceux qui viennent juste régler une formalité. Soudain, le regard de l'héritier change. Il se sait acculé, alors quitte à crever, il décide d'en emmener un avec lui. Il sort une dague qu'il gardait cachée et se relève tant bien que mal, malgré ses membres qui tremblent de partout. Pour ces mercenaires, ce n'est qu'une distraction de plus. Ils lui tombent dessus sans attendre et, en un éclair, le saisissent à la gorge, savourant déjà leur victoire. Le chef s'approche pour le narguer une dernière fois, mais il n'avait pas vu venir son ultime recours. Cheon lui assène un coup de lame qui repeint le sol en rouge, laissant l'assemblée totalement pétrifiée. Le type n'arrive pas à croire qu'un gamin, sans aucun entraînement, ait pu le mettre dans cet état. Alors que le leader se vide de son sang, Cheon lui décoche un sourire qui fait plus mal que la blessure elle-même. Les autres masqués commencent à douter. Ils s'imaginent que le gosse a joué les faibles pour mieux les piéger, comme si tout ça faisait partie d'un plan machiavélique. Cette fois, ils ont perdu patience. L'un d'eux voit rouge et lui envoie un coup de pied magistral qui lui fait voir des étoiles et l'expédie direct au tapis. Ils ne cherchent pas un combat à la loyale, ils veulent juste qu'il paie pour avoir osé se défendre. L'agresseur lui plante sa lame sans sourciller, lui perforant le ventre pour que son agonie soit la plus lente possible. Ça fait quoi d'avoir un deuxième nombril ? Crache le type avec une méchanceté pure. Cheon peut à peine respirer, mais il s'en va l'esprit tranquille, sachant qu'il ne partira pas seul dans la tombe. Il s'apprête à lui porter le coup de grâce quand un éclair de lumière blanche déchire l'obscurité. D'un coup, l'un des ninjas est pulvérisé dans une explosion de violence. L'attaque a été si fulgurante que le type est passé de vie à trépas en une fraction de seconde. L'invité surprise se tient juste derrière eux. Les mercenaires se retournent et restent bouche bée devant l'accoutrement de l'inconnu. Le gars porte un sweat bleu ciel, un pantalon ajusté et des baskets blanches impeccables. Un style qui jure totalement avec l'époque et qui les laisse sans voix. Le type bouge si vite qu'on dirait que la réalité elle-même est en train de bugger. Les hommes masqués sont perdus. Ils pensent d'abord à une technique de déplacement d'un grand maître, mais ça ne ressemble à rien de connu en ce siècle. L'inconnu en bleu les liquide avec une facilité déconcertante. Comprenant que ce type est une menace hors catégorie, les survivants tentent de prendre la fuite pour sauver leur peau, et comme l'inconnu n'a pas l'intention de laisser de témoins, il fait exploser le fuyard comme un vulgaire ballon de baudruche. Pendant ce temps, Cheon finit de perdre connaissance. Son sauveur s'approche avec un sourire narquois et l'appelle ancêtre. Rien de tel qu'un bon gros délire pour accompagner une blessure mortelle. Le type consulte son appareil à la hâte, sort une seringue au look futuriste et la lui plante sans ménagement. Il lui injecte la médecine la plus avancée de son époque, un coup d'aiguille direct dans le cœur. Si la plaie ne l'achève pas, la méthode brutale de son descendant devrait finir de le réveiller. Il marmonne que c'est le dernier cri et qu'il n'aura aucun souci une fois qu'il saura s'en servir. Puis, sans plus de cérémonie, le gars disparaît dans un rayon de lumière, le laissant là, planté au milieu de la forêt. Mais le calme est de courte durée, car le chaos est désormais interne. Cheon commence à entendre une voix robotique réciter un numéro de série de la Sky Corporation. « Bienvenue dans le futur, papy. La nanomachine de 7e génération vient de s'activer. » Si les arts martiaux ont été créés pour se défendre, l'homme n'a pas mis longtemps à en faire le manuel ultime pour rayer son prochain de la carte. Avec le temps, la maîtrise de l'énergie interne a donné naissance au Murim, un écosystème de politiciens, de fanatiques et de brutes en quête de puissance. C'est là qu'entre en scène notre protagoniste, le fils que le magistrat préférerait oublier, mais qui a fini par gravir les échelons jusqu'à devenir un chevalier céleste. Le gamin se réveille en sursaut, le cœur à 300 à l'heure, en se tâtant frénétiquement le ventre. Aux dernières nouvelles, il s'était fait transpercer par une lame, mais par miracle, il est toujours d'un seul bloc. Par contre, cette espèce de mélasse noire et rance qui lui sort par tous les pores n'annonce rien de bon. L'odeur est si forte qu'on jurerait qu'il a un truc en train de pourrir à l'intérieur de lui depuis des jours. Alors qu'il lutte pour ne pas rendre son déjeuner, une voix se met à lui parler directement dans le crâne. Il cherche quelqu'un tapi dans l'ombre, mais il doit se rendre à l'évidence, il est seul. Avec le calme d'un opérateur de service client, la voix lui explique qu'il s'agit d'une nanomachine de 7e génération de la Sky Corporation. Imaginez le pauvre gosse, qui vit à une époque où le summum de la technologie est l'arc et la flèche, essayant de comprendre ce qu'est une machine. Comme il n'y entrave que dalle, il se dit que c'est sûrement l'esprit d'une sorcière qui vient à sa rescousse. Dehors, le vieux Béhek et ses hommes n'en reviennent pas d'un tel miracle. En se dirigeant vers la chambre, ils repensent au carnage qu'ils ont laissé dans la forêt de la chair à pâté.
Les agresseurs ont tous fini éparpillés sur le sol, sauf un, qui s'est pris la dague du prince en plein milieu du front. Ils savent pertinemment que quelqu'un a débarqué pour faire le ménage, car même si les vêtements de Cheon sont en lambeaux, sa peau en dessous ne présente pas la moindre égratignure. Le vieux Beck, qui a vu passer bien des batailles, sent que quelque chose cloche et exige de le voir immédiatement. À l'intérieur, Lia décide qu'il est temps de lui injecter le mode d'emploi directement dans le cerveau. Accepter le transfert de données, le garçon accepte, loin de se douter que le savoir peut être une expérience douloureuse. Ses yeux se révulsent et le système lui grille les neurones avec un flux d'informations qu'il n'était absolument pas prêt à recevoir. Expérience est si brutale que le gamin finit par vomir une substance immonde. C'est le prix de la sagesse, un cours accéléré de nanotechnologie en échange de sa dignité et de son dernier repas. La voix lui assure qu'il a désormais plus de 6 milliards de machines miniatures qui parcourent chaque recoin de son corps. Cheon fixe sa main, totalement horrifié, en se demandant s'il est encore humain. C'est en plein milieu de sa crise existentielle que l'on frappe à la porte. Voilà le vieux Baek qui rapplique pour vérifier si le gamin respire encore. La machine le prévient qu'elle peut lire ses pensées pour communiquer. Il a donc intérêt à ne pas décrocher un mot s'il ne veut pas passer pour un fou qui parle tout seul. Cheon se jette sur son lit en faisant semblant de dormir, mais il a complètement oublié l'odeur. À peine entré, le garde est assailli par une puanteur insoutenable, avec toutes les impuretés que son corps a expulsées par les pores et la bouche. La chambre ressemble désormais à un dépotoir sans aération. Le vieux Baek manque de s'évanouir dès qu'il franchit le seuil de la porte. Cheon arrête son cinéma et le salue. Il se rappelle que le vieil homme avait rendu visite à sa mère malade, même si cette fois, l'ambiance n'est pas vraiment à la courtoisie. Le vieil homme prend un air grave et lui saisit la main pour l'ausculter. Au toucher, il remarque ces traces de poisse noire restées collées à sa peau après la purge. Beck écarquille les yeux comme s'il était témoin d'un véritable miracle. Le garde panique, croyant que le petit a passé l'arme à gauche, mais le vieux l'arrête net, c'est au contraire une excellente nouvelle. Il lui explique que toutes les toxines ont été évacuées de son organisme et que son sang circule désormais bien mieux. Le vieux se demande même s'il n'a pas pris une drogue interdite pour en arriver là. Il finit par lui lâcher la vérité, il a maintenant le corps idéal pour apprendre les arts martiaux. Cheon comprend enfin que ce liquide noir n'était pas une maladie, mais toute la crasse qu'il avait accumulée. Il demande à la nanomachine si c'est elle qui s'est chargée de ce sale boulot. L'IA lui confirme qu'ils ont nettoyé les moindres recoins, en gros, son corps a subi une maintenance complète. Tout a été optimisé pour que chaque muscle et chaque veine tournent à plein régime. Le gamin est tellement scotché qu'il lui demande si elle n'est pas un dieu, mais la machine remet les pendules à l'heure, c'est de la haute technologie, pas de la magie. 6 clans majeurs servent de piliers au culte démoniaque. Sans tourner autour du pot, le grand maître a confié un héritier à chacun d'eux pour en faire de véritables machines de guerre. En gros, il s'est débarrassé de ses problèmes en laissant les autres s'occuper de leur éducation. Tous les 10 ans, l'académie ouvre ses portes pour que ces jeunes s'affrontent et repoussent leurs limites. De toutes ces confrontations, la plus sauvage fut la célèbre bataille de la Petite Ourse, où s'affrontèrent les fils des 6 clans, une belle bande d'héritiers qui ont tout l'air de ceux qui vous piquaient votre goûter à la récré. Pendant ce temps, Cheon se réveille et sa première réaction est de demander à l'IA si elle est une sorte de divinité. « Je suis une machine, patron, on se calme », lui répond le système avec une froideur absolue, sachant que le vieux Beck est un véritable détecteur de mensonges humains. Le garçon doit cacher à tout prix qu'il transporte de la nanotechnologie. Heureusement, cette technologie du futur le rassure vu les connaissances rudimentaires de cette époque. Personne ne remarquera rien d'anormal. Beck continue d'analyser le jeune homme avec un regard méfiant, qui ne le quitte pas d'une semelle. Il a du mal à concevoir qu'on puisse changer du tout au tout en si peu de temps. Il sait que le prince est un bâtard, le vilain petit canard de la famille, mais le sang reste le sang. Le vieux soupçonne le grand maître d'avoir aidé le petit en secret, tout en feignant l'indifférence. Il s'en va en lui laissant une prescription, mais il sent déjà que la prochaine compétition va être un sacré bazar maintenant qu'un joker est entré dans la partie. Le prince respire enfin, il vient d'échapper à une inspection qui aurait pu l'envoyer direct au tapis. S'il est encore en vie, c'est parce que le garde Zhang est arrivé juste à temps. Le type se tient là, mort d'inquiétude. Pauvre Zhang, il se donne vraiment à fond dans son rôle de nounou royal. Mais avant les remerciements, un problème surgit, la purge a expulsé tant de crasse que Cheon pue plus qu'une décharge en plein soleil. Le garde manque de s'évanouir à cause du remugle et l'envoie direct au bain pour qu'il se décrasse de cette croûte infâme. Profitant du calme de son bain, Cheon commence à discuter avec son IA pour comprendre l'étendue réelle de son immortalité. L'ordinateur lui explique qu'en cas de coup d'épée dans un organe, la réparation serait quasi instantanée, mais que s'il venait à perdre un membre, le processus serait bien plus long à cause de la vitesse de division cellulaire. Le prince, qui n'a visiblement aucun respect pour son propre corps, décide de tester le système par lui-même. Il saisit une dague et s'entaille profondément la paume de la main. La douleur le foudroie, mais il reste sans voix en voyant la plaie se refermer d'elle-même en quelques secondes, tandis que les traces de sang s'évaporent comme par magie. C'est officiel, le gamin vient d'activer le mode Code dans la vraie vie. En sortant de l'eau, il remarque que le système lui a sculpté un physique de mannequin de magazine. Nano a reconstruit son corps de fond en comble, optimisant chaque muscle et chaque veine pour le préparer au combat.
Pendant qu'une servante l'aide à s'habiller, le jeune homme réalise que ses vieux concepts sur l'effort sont désormais préhistoriques. La science vient de mettre une immense claque à la tradition. Il décide de baptiser officiellement son système nano pour faire plus court, puis file directement à la bibliothèque. Là, l'IA lui propose un plan totalement absurde de prendre un manuel d'arts martiaux et faire défiler les pages à toute allure. Nano scanne l'intégralité de l'ouvrage à la vitesse de la lumière et lui demande l'autorisation de télécharger les données directement dans son cerveau. Le gamin accepte et le processus le frappe comme une décharge électrique en plein crâne. Son cri de douleur réveille la moitié du palais, mais chaque seconde d'agonie en valait la peine. Non seulement il connaît le livre par cœur, mais il en maîtrise les concepts mieux que l'auteur lui-même. Nano est si méticuleux qu'il a même corrigé les erreurs techniques de l'écrivain concernant la circulation sanguine. En réalisant cela, le garçon comprend qu'il vient tout simplement de briser l'équilibre des forces. C'est sans doute le seul élève au monde à pouvoir dire que le savoir lui rentre littéralement dans la tête, car chaque convulsion lui épargne 10 ans de pratique. Fort de cet avantage, il a déjà en ligne de mire la première place du clan. Pendant ce temps, ailleurs dans le château, la patience a atteint ses limites. Une fille aux cheveux violets et au tempérament de feu est sur le point d'exploser ses sbires, censés éliminer le protagoniste, ont tous fini 6 pieds sous terre. Un homme masqué l'informe qu'un maître inconnu a porté secours au prince, ce qui lui arrache un hurlement de rage pure. L'idée que ce sang mêlé soit encore en vie l'insupporte, elle soupçonne son père d'être derrière ce sauvetage. Elle en a assez de déléguer le sale boulot, son regard ne trompe pas. La prochaine fois, elle s'en occupera personnellement. Sa décision est prise, elle l'exécutera de ses propres mains lors du prochain tournoi. Le nom de Cheon Yeowoon est désormais en tête de sa liste noire. Le jour J arrive enfin, et le gamin n'a pas fermé l'œil de la nuit. Aujourd'hui, il joue sa peau lors de l'examen d'entrée et il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Il s'approche de la fenêtre pour se vider la tête, mais ce qu'il voit dehors ne l'aide pas vraiment à décompresser. Ses jambes sont gardes en plein entraînement intensif. Le type est une véritable machine. Il enchaîne les mouvements à une vitesse folle, fendant l'air avec une précision chirurgicale. Cheon l'observe, totalement hypnotisé par la démonstration. Il est parfaitement conscient qu'il ne sait absolument pas se battre. Sa mère lui a formellement interdit de toucher à une arme jusqu'à aujourd'hui, avec les 6 clans qui tournent autour de lui comme des vautours. Se pointer dans cet état, c'est s'assurer de finir 6 pieds sous terre avant midi. Mais le gamin a plus d'un tour dans son sac. Il demande à Nano s'il peut copier les mouvements de Jang pour les lui injecter directement dans le cerveau. Le système lui assure que c'est un jeu d'enfant et lui propose même des techniques de combat déjà stockées dans sa base de données. Nano lance alors le scan, analysant chaque muscle de Jang avec une précision chirurgicale. Il traite les données et lance le transfert, mais ce raccourci a un prix, le cerveau de Cheon est en train de griller. La douleur est telle qu'il s'effondre brutalement, mais il retient son cri. Il sait que ce brasier interne est sa seule chance d'échapper au cimetière qui l'attend. Une fois le processus terminé, il se relève avec l'impression d'être devenu quelqu'un d'autre. Avec la technique gravée dans la tête, il saisit une dague. Il la sent désormais comme si elle était le prolongement naturel de son bras. Il répète ses nouveaux mouvements. Le regard transfiguré, ce n'est plus celui d'un gamin sans défense. Pourtant, son enthousiasme est de courte durée. En voulant imiter la puissance de Jang, son corps commence à lâcher. Il a encore un physique de novice et ne tiendra jamais la cadence sans finir en morceaux. Le jeune homme demande à l'IA d'arrêter de tourner autour du pot et de parler clairement, car il ne comprend rien à son jargon. Le constat est simple, il doit reconstruire toute sa structure musculaire s'il ne veut pas finir infirme dès le premier entraînement. Nano le prévient que l'opération sera un véritable calvaire et lui propose une anesthésie, mais le garçon joue les durs. Il demande si c'est vraiment si terrible, et la machine lui confirme froidement que les cas de perte de connaissance dus à la douleur sont légion. Fais-le sans anesthésie, mais endors-moi si tu vois que je perds pied, lâche-t-il pour tenter de sauver les meubles et sa dignité. Le transfert commence. Yeowoon se dit d'abord qu'ils ont dû exagérer, mais sa confiance s'évapore en un éclair. La douleur le frappe si violemment qu'il lâche un hurlement déchirant, forçant Nano à activer l'anesthésie d'urgence avant qu'il ne sombre dans l'inconscience. Pendant ce temps, ce brave Zhang est en cuisine. Il prépare un festin pour fêter l'entrée du petit à l'académie. Il a un coup de blues en repensant à la mère du prince, Madame Hua, emportée par le poison il y a 5 ans, et il l'implore de les protéger depuis l'au-delà. Il est là, tout ému au milieu de ses casseroles, quand soudain, un cri d'agonie provenant de la chambre lui glace le sang. Le garde lâche tout ce qu'il a entre les mains et défonce la porte, persuadé qu'on est en train d'assassiner son maître. Il le trouve au sol, raide comme un piquet, mais reste sans voix en baissant les yeux. Des empreintes profondes sont marquées dans le bois, genre de traces que seul un guerrier à la force et à la technique parfaite peut laisser. Zhang réalise que le garçon a maîtrisé en un instant ce qui lui a pris des années. Il n'en revient pas, il a un véritable génie face à lui. Quelle fin incroyable! Si le petit a enfoncé le parquet avec sa nouvelle technique, vous, enfoncez le bouton like avec la même force, abonnez-vous, pour que Nano nous livre tous ses secrets. Et dites-moi en commentaire quel manoir vous voulez voir ensuite. À la prochaine, la machine met fin au supplice et coupe l'anesthésie. Le gamin se réveille en sursaut, comme s'il venait de prendre une décharge électrique.
Il est lessivé et jure à Nano qu'il ne recommencera plus jamais ça, même si Lia l'avait prévenu que ça allait piquer. Il se lève enfin pour tester son nouveau corps et il se saisit d'une dague. Son corps possède désormais la mémoire musculaire d'un vétéran avec 20 ans de métier derrière lui. Il porte 2 coups et réalise aussitôt que le changement est radical, la lame fend l'air avec une précision chirurgicale. Il se sent pousser des ailes, mais il s'emballe un peu trop. En tentant un mouvement de la deuxième technique, il finit par fendre le sol en 2 sans le vouloir. L'opération est une réussite totale. Il a désormais la force d'un boulet de démolition dans le corps d'un gamin qui ne sait pas encore tenir debout. Il ne réalise pas encore qu'il est devenu une véritable pelleteuse humaine. C'est pile à ce moment-là que le garde Zhang frappe à la porte pour apporter le petit déjeuner. Yeo-Woon essaie de camoufler les dégâts avec ses pieds, affichant la tête de celui qui vient de casser un vase hors de prix, et cherche désespérément où cacher les morceaux. Zhang entre et lui jette un regard perplexe, voyant le gamin planté là comme un piquet au milieu de la pièce au lieu d'être à la fenêtre, comme à son habitude. Yeo-Woon sort une excuse bidon sur son besoin de changer d'air, et par chance, le garde ne cherche pas plus loin. En voyant son assiette, il sent l'émotion monter, conscient que c'est la dernière attention de son protecteur avant son départ pour l'académie. Mais Nano est une vraie rabat-joie et commence à lui débiter des stats sur les remontées acides. Yeo-Woon l'envoie balader et engloutit son repas comme si sa vie en dépendait, sous l'œil inquiet du garde qui craint de le voir s'étouffer sur place. Le vieux n'est pas né de la dernière pluie et ses yeux finissent par se poser sur les traces au sol. C'est une réplique parfaite de sa propre technique, exécutée avec une précision effrayante. Yeo-Woon tente de faire diversion, mais la preuve est là, gravée à même le bois. Le prince se sent comme un voleur pris la main dans le sac. Ici, copier une technique est un crime grave, et il l'a apprise de A à Z grâce à Nano. Il s'attendait à une réprimande, mais Zhang est trop noble pour ça. Au lieu de s'énerver, il rayonne de fierté. Il lui confie que son exécution était magistrale, et que, sans les règles strictes des clans, il lui aurait enseigné lui-même depuis longtemps. Plutôt que de le punir, il lui remet un manuel sur la circulation de l'énergie pour qu'il puisse se perfectionner. C'est comme s'il venait de lui filer le corrigé de l'examen juste avant l'épreuve. Yeo-Woon finit par baisser totalement sa garde. Recevoir une telle marque d'affection dans un panier de crabes, pareil, le touche en plein cœur. Il repense au jour de la mort de sa mère, quand il s'était juré de ne plus jamais verser de larmes. Mais ce garde est la seule figure paternelle qui lui reste, et il vient de le désarmer avec quelques pages. Zhang le laisse évacuer sa peine aujourd'hui. C'est sa dernière bouffée d'humanité avant de se jeter dans la gueule du loup. Il sait bien qu'à l'académie, tout le monde l'attend de pied ferme, impatient de voir qui lui portera le premier coup. Le prince essuie ses larmes et son visage se durcit. Le temps des doutes est révolu. L'heure est venue de passer à l'offensive. Il y a plus de monde devant les portes de l'académie que pour une avant-première de cinéma. 1 millier de gamins issus de clans mineurs font la queue en essayant tant bien que mal de masquer leur panique. Au milieu de cette foule de figurants, voilà qu'un premier type se pointe avec un air de supériorité et plus de tignasse que de patience, râlant contre le boucan comme s'il possédait les murs. Et il a de quoi faire profil bas, car celui qui les accueille a une carrure à glacer le sang du plus téméraire des guerriers. Il s'agit de Lee Hwa-myung, le gardien de gauche du culte, un homme qui crache littéralement du feu et qui a un tempérament plus inflammable qu'un baril de poudre. Le rouquin toise la foule avec un mépris total. Il était venu chercher des combattants, mais il se retrouve face à un millier de gamins qui ont l'air d'être en sortie scolaire. Sans tourner autour du pot, il leur demande s'ils sont venus faire du tourisme ou s'ils ont bien pigé que cet endroit sera le cimetière de la quasi-totalité d'entre eux. C'est une façon plutôt honnête de démarrer la journée. Soit tu apprends à cogner, soit tu repars entre 4 planches. La foule le reconnaît aussitôt, et l'ambiance devient électrique. Ce n'est pas n'importe quel instructeur, c'est le roi de feu, l'un des 5 types les plus influents et dangereux de tout le culte démoniaque. Mais le gardien n'en a que faire de la masse, son regard se plante direct sur le premier rang, là où se tiennent les héritiers des 6 clans principaux, la crème de l'aristocratie du chaos. On y trouve Cheon Mu-yeon, du clan obscur, qui est grosso modo un iceberg en tunique. Juste à côté, Cheon Kyung-woon, du clan de l'épée, affiche un sourire narquois comme s'il avait déjà la victoire en poche. Vient ensuite Cheon Mukaeum, avec une tête d'enterrement qui te couperait l'envie de vivre. On voit direct qu'il préférerait être n'importe où sauf ici. En 4e position, voilà Cheon Jong-sum, du clan du venin, qui a l'air capable de t'expédier ad patre avant même que tu aies fini de le saluer. Il est suivi par Cheon Yu-chan, du clan de la lame, arborant un manteau de fourrure hors de prix et un complexe de supériorité qui dépasse l'entendement. Pour clore ce groupe d'élite, Cheon Won-ryu, la seule fille du lot, représente le clan du son avec un regard capable de te faire tomber en syncope. Le gardien les passe tous en revue, mais il sent qu'il manque une pièce sur l'échiquier. Et où est donc le numéro 7 se demande-t-il en cherchant parmi la plèbe notre protagoniste, qui semble avoir réussi l'exploit d'être en retard à son propre destin. Ouh là, le roi de feu a débarqué en mode volcan et il a déjà envoyé la moitié du monde 6 pieds sous terre. Tout comme le gardien a capté qu'il manquait la 7e pièce pour finir le plateau, il ne manque plus que ton abonnement pour que la team soit enfin au complet. Explose-moi ce bouton, like si tu ne veux pas finir dans un sac mortuaire dès le premier jour, et dis-moi en commentaire quel autre manoir tu veux qu'on se fasse. Allez, salut!